bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne d'Academia Christiana. Vous êtes toujours plus nombreux à regarder nos émissions, nos entretiens, à les commenter, à les partager, donc n'hésitez pas à continuer, à nous faire part de vos souhaits. Nous avons aujourd'hui la joie d'accueillir Thibaut Collin. Thibaut Collin, bonjour. Bonjour. Alors Thibaut Collin, je vous présente brièvement pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous êtes philosophe, écrivain, professeur. Vous avez écrit un livre d'entretien avec Nicolas Sarkozy sur la laïcité. Vous avez aussi participé pendant l'époque des manifs pour tous à une défense du mariage entre un homme et une femme. Et vous avez été entendu par les parlementaires en tant que philosophe sur ces questions-là. Et vous êtes aussi, plus récemment, à l'origine d'une neuvaine assez originale, puisqu'il s'agit d'une neuvaine destinée à durer 9 ans. Habituellement, les neuvaines, c'est plutôt sur 9 jours. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur cette étrange neuvaine? En fait, cette neuvaine, c'est une neuvaine de 9 années, donc à Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne d'Arc, qui finira en 2031, d'où le fait qu'on appelle Jeanne 2031, puisqu'en 2031, ce sera les 600 ans de la mort de Jeanne d'Arc. Et en fait, l'intuition, c'est l'analogie historique entre l'époque de Jeanne, donc début du XVe siècle, guerre de 100 ans, la France dans un état catastrophique, l'Église dans un état aussi très lamentable, et notre propre époque. Et l'intuition, c'est de se dire, bah, si Dieu a suscité Jeanne à cette époque, pourquoi ne susciterait-il pas aujourd'hui des jeunes ou des moins jeunes pour, en fait, comment dire, honorer pleinement ce qu'est le bien commun de notre patrie, donc la France. Euh, et en fait, voilà, l'intuition, c'est pendant 9 ans se mettre à l'école de Jeanne, donc la prier pour notre pays, pour l'Église, et se mettre aussi à l'école de ses vertus. Cette jeune femme qui est morte à 19 ans, qui a été appelée, qui a été appelée dès l'âge de 13 ans et qui est partie sur les routes de France à 17 ans. Euh, Elle a pratiqué des vertus magnifiques, des vertus théologales et des vertus naturelles. Et ces vertus, en fait, elles sont pérennes. Donc chacun d'entre nous, nous pouvons les pratiquer. Et l'objectif de cette neuvaine est de susciter au plus profond de la jeunesse du peuple français, en fait, des personnes qui soient prêtes à se mettre à son école pour être disponibles à la volonté de Dieu et essayer d'agir dans notre société, dans notre époque, pour le bien commun. Donc, moi, je suis profondément convaincu que la sainteté rayonne, que la sainteté n'est pas quelque chose qui est enfermé dans telle période historique. Et je suis intimement persuadé que Jeanne d'Arc a encore énormément de choses à nous transmettre, à nous dire aujourd'hui, et que Dieu veut passer par Jeanne aujourd'hui pour nous dire beaucoup de choses. Donc voilà, l'enjeu, c'est d'utiliser, entre guillemets, les 600 ans de la mort de Jeanne dans 9 ans, enfin en 2031, pour susciter ce grand élan d'approfondissement et d'engagement. Donc c'est pas un mouvement politique, c'est pas un mouvement spirituel, mais c'est que les baptisés, les fidèles laïcs notamment, prennent toutes leurs responsabilités comme patriotes français et puissent s'engager au service du bien commun. Alors, donc, en plus d'être une neuvaine, si je comprends bien, il y a une dimension un petit peu de méditation autour de la figure de Jeanne d'Arc, et ça s'incarne comment? Par un site internet, Alors il par y un a un blog? site qui s'appelle donc Jeanne 2031. On peut s'inscrire sur le site. Chaque mois, on envoie une lettre avec les différents textes qui ont été publiés sur le site. Ça peut être des textes bien sûr de Jeanne, puisque on a le procès de Jeanne d'Arc où il y a des passages magnifiques. Il y a le procès de réhabilitation quelques années plus tard. Et puis il y a une multitude de textes écrits sur elle. Alors que ce soit des textes littéraires, des textes historiques, des méditations théologiques. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il s'agit de travailler sur cette analogie historique. Donc, il y aura toute une partie du site qui a commencé, qui porte aussi sur un diagnostic de notre époque et pour voir comment, finalement, en fait, Dieu veut rétablir aussi la consistance en fait, des choses humaines. La famille, la patrie sont des réalités voulues par Dieu, qui est notre Créateur. Et c'est quand même assez impressionnant de se dire qu'il a envoyé Saint Michel Archange, Sainte Catherine, Sainte Marguerite pendant des années pour former cette petite paysanne, Lorraine, pour qu'elle puisse partir sur les routes de France
Donc il a, on pourrait dire, mobilisé une partie du ciel pour, pourquoi pour faire régner, pour faire sacrer Charles VII à Reims et pour bouter les Anglais d'Orléans et de France. Donc ça veut dire que Dieu, en fait, se préoccupe du devenir de notre patrie. Pas que de la nôtre, mais en l'occurrence ici de la nôtre. Et vu les enjeux actuels, de toutes sortes, il me semble qu'on a largement besoin de se mettre à cette école. Et donc le site, pendant 9 ans, va alimenter cette réflexion, cette prière, relayer des initiatives, des cérémonies, des colloques qui vont peu à peu naître au fur et à mesure, parce que de toute façon, Jeanne reste une figure qui fascine beaucoup de gens, bien au-delà d'ailleurs de l'Église catholique, et je pense que plus on va s'approcher de 2031, plus il y aura une actualité de Jeanne. Alors vous évoquez justement à travers les temps qui sont les nôtres. Et vous avez donc pendant il y a en gros une dizaine d'années défendu une certaine vision de la famille qui était menacée par l'entrée en vigueur sur le plan légal d'un mariage homosexuel et avec ses suites que sont la PMA, la GPA. Et puis aujourd'hui, 10 ans plus tard, on voit entrer sur le sol français une nébuleuse, une idéologie, je ne sais pas forcément comment la nommer correctement, on parle de wokisme culturel. Pour vous, est-ce qu'il s'agit finalement d'une suite logique de ces revendications à la fois féministes et homosexuelles des années 2010 ou est-ce que c'est un mouvement totalement hétéroclite, en rupture, qui appartiendrait à une culture américaine très différente finalement de notre culture européenne? Moi, je pense que c'est la continuité. Il faut bien comprendre que derrière tout ça, il y a un refus massif d'un donné, hein, du fait de se recevoir comme ayant une nature humaine, comme ayant un donné naturel. Donc, bien sûr, ça a été le cas pour le mariage dit homosexuel. Donc, voilà, ce donné qui est la différence des sexes, hein. Il s'agissait de faire sauter cette articulation entre la différence des sexes et la différence des générations. Et finalement, ce qu'on appelle, entre guillemets, le wokisme, c'est le prolongement en fait, de ce refus du donné, qui n'est pas simplement un donné naturel là, mais plutôt un donné culturel. Donc il s'agit d'éradiquer peu à peu tout ce qui a été reçu de l'histoire, de la tradition, et là en l'occurrence, que ce soit le christianisme, le mode de vie occidental. Bon. Et donc il me semble que, alors il y a effectivement, on pourrait dire le creuset de ça, ce sont les États-Unis avec cet esprit puritain, cette radicalité, mais il me semble qu'il y a une véritable continuité révolutionnaire dans le champ anthropologique, et encore une fois que le point commun, c'est ce refus du donné, et il s'agit de s'émanciper toujours plus de ce qui nous est transmis, de ce qui nous est donné, pour en fait promouvoir un individu, j'ose même pas dire un être humain, un individu de plus en plus indifférencié, qui s'auto-construit et qui ne se réclame d'aucune source, qui récuse en fait toute dépendance, toute réceptivité, toute piété, et qui est dans une sorte de fuite en avant perpétuelle. Mais il y a quand même un peu enfin, il semble en fait qu'il y a quand même presque un peu un débordement en termes de revendications, en fait, qu'on ne s'attendait pas forcément en 2013-2014 en régularisant ou en légalisant une situation permettant un mariage entre des personnes de même sexe et qu'on en vienne 10 années plus tard à la question finalement du changement de sexe, à finalement des combats qui semblent finalement très étrangers un peu à notre culture plutôt latine. Est-ce qu'on ne peut pas finalement y voir quand même en fait aussi à travers ce lot plus que simplement une même logique, mais un peu qu'on a été en quelque sorte un peu submergé, dépassé par ce qu'on s'imaginait en quelque sorte légalisé il y a 10 ans auparavant? Alors moi j'ai commencé à travailler sur ces sujets dans les années 90, notamment en travaillant Michel Foucault, des gens comme ça. On peut dire que quand vous lisez du Foucault, donc élément 84, donc le dernier Foucault, vous avez contenu en germe toutes ces thématiques. Donc la question de ce qu'on appelle le genre est en fait déjà présente chez des gens comme Foucault. Judith Butler écrit
troubles dans le genre dans les années 90. Donc en fait, toute cette matrice de contestation de la différence des sexes, elle était déjà présente bien avant la revendication officielle et disons politique du mariage homosexuel. Donc il me semble que c'est vraiment la continuité. Alors après, effectivement, ce qui est assez nouveau aujourd'hui, c'est que ça commence, c'est plus simplement un débat idéologique ou, comment dire, d'intellectuels. Ça pénètre de plus en plus, effectivement, dans la jeunesse. Mais ça, il me semble que, alors là, pour le coup, c'est aussi la stricte continuité de ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années. Parce qu'à partir du moment où on légitime totalement l'homosexualité, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, elle était dépénalisée, mais voilà, il y avait encore une différence entre, comment dire, quant à la différence des sexes, notamment dans le mariage. À partir du moment où vous légitimez absolument le modèle de l'homosexualité, bah, la notion même de différence des sexes perd comment dire, sa pertinence ultime, notamment par rapport à la question de la procréation. Donc, bah, à partir du moment où la différence des sexes devient quelque chose d'optionnel et facultatif, c'est pas très étonnant que quelques années après, finalement, des jeunes débarquent en se disant mais est-ce que je suis homme ou femme? Est-ce qu'on peut pas changer tout ça? Donc, en fait, il me semble que il faut distinguer, voyez le niveau, disons, conceptuel qui était bien antérieur et les conséquences pratiques et mentales, et notamment dans le champ de l'éducation, notamment dans notre pays, mais dans d'autres pays, qui font que, bah, voilà, il y a une logique très profonde dans tout ça. Et de fait, un pays qui légitime absolument l'homosexualité, bah, forcément, ça change la question, ça change le rapport à la sexualité, à la transmission de la vie, et donc ça change la question, enfin, ça, chez certains jeunes, ça a un impact sur le rapport à leur propre identité sexuelle. Euh, Une question que je me pose par rapport à la manière dont se vivent aujourd'hui les revendications du wokisme. Vous évoquez un peu une forme de rejet en fait de tout ce qui nous précède, donc en fait notre culture et notre nature également. Moi, je me posais la question d'une analyse aussi par rapport à la détestation de la chair et du corps. En fait, il y a quelque chose qui peut sembler assez paradoxal dans la société anglo-saxonne, qui est à la fois, d'une certaine manière, l'hypersexualisation à travers une pornographie et un marché, en quelque sorte, de tout ce qui dérive en fait de la pornographie. Et de l'autre côté, une forme de pudibonderie grandissante qui fait que le simple fait de tenir la porte à une jeune femme à l'entrée d'un magasin ou de lui proposer de lui porter sa valise dans les escaliers est considéré comme une forme d'agression sexuelle. On a eu une loi qui a été débattue il y a quelques années en France sur la pénalisation des regards insistants. Finalement, on a l'impression que tout le jeu, on pourrait dire naturel des sexes, qu'on a qualifié de galanterie, de courtoisie, devient finalement criminalisable. Et comme si c'était finalement deux dynamiques contradictoires et opposées, est-ce qu'on ne peut pas voir quelque chose de commun à travers ces deux dynamiques, comme finalement deux formes de détestation de la chair? C'est-à-dire qu'à la fois dans la pornographie, finalement, la chair est réifiée et finalement en réalité désincarnée, puisqu'elle devient une marchandise pure, un objet. Et à la fois dans le puritanisme, en fait, on refuse notre nature biologique et on veut en quelque sorte être de pur esprit. Oui, ça me paraît très juste. Je pense qu'il y a une... C'est comme deux pôles qui semblent effectivement s'opposer, mais dans les deux cas, il y a... Et puis la pornographie, ça reste sur un écran, donc de toute manière, c'est totalement Désincarné. désincarné. Donc, et puis c'est toute une reconstruction, enfin, je veux dire, ça renvoie absolument pas à un vécu relationnel, etc. Donc effectivement, je pense que c'est deux formes qui semblent opposées, mais qui ont pour point commun ce refus, bah, tout simplement du fait que nous sommes une personne une. Et tout l'enjeu aujourd'hui, notamment dans le champ de l'éducation, c'est de permettre à nos enfants, à nos adolescents et à nos jeunes de retrouver cette unité profonde de la personne, qui est à la fois esprit et corps, mais qui est dans une unité profonde et qui a une signification profonde du corps. Le fait qu'on ait un corps sexuel a une signification. Là, il y a un énorme travail éducatif à faire. Et les deux pôles que vous nommez
de manifestation de cet échec, en fait, mais qui est aussi un choix de civilisation. Alors après, il y a des enjeux économiques colossaux sur la pornographie, et puis ce que vous disiez aussi sur la criminalisation des, des- des rapports hommes-femmes, bah, c'est aussi une manière, en fait, de détruire tout ce qui pouvait, dans le champ de la culture, manifester aussi la différence des sexes. Merci beaucoup. Alors, autre question maintenant que je voudrais qu'on aborde, et plus sur notre culture de manière générale. On a l'Europe, l'Occident a traversé peut-être du XVIIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle un paradigme qui est peut-être celui de la vérité scientifique, du rationalisme finalement, du positivisme, qui fait que les sciences incarnaient un peu une certaine forme d'autorité dans le débat culturel, politique. Et il semble, et je voudrais savoir si vous partagez cette analyse et comment est-ce que vous le décryptez, que la crise du Covid, pardon, en est un exemple. Finalement, on voit des experts et des scientifiques débattre en permanence finalement pour n'aboutir à aucun consensus et à aucune vérité dans ce domaine-là, à peut-être une décrédibilisation finalement même de la notion même de vérité, remplacée par une forme d'émotivité où finalement ce qui compte aujourd'hui n'est pas tant l'argumentation d'un discours, son rapport avec une vérité objective, mais plutôt l'impact émotionnel et dans l'information finalement qui va véhiculer. Ce qu'on appelle en gros l'ère de la post-vérité. Est-ce que c'est une analyse à laquelle vous souscrivez et si oui, comment est-ce que vous expliqueriez peut-être ce changement de paradigme? Alors ça, c'est une grande question historique et philosophique. Euh, Pierre Manon, au début de son cours familier de philosophie politique, hein, paru au début des années 2000, a cette formule dire les deux grandes autorités du monde moderne et donc du monde contemporain, c'est la science et la liberté. En cela, il reprend par exemple la thèse de Max Weber, hein, qui dit qu'il y a d'un côté voilà, le discours scientifique, qui n'a rien à dire sur la manière de conduire sa vie, et puis il y a le champ des valeurs, et ces deux domaines sont absolument hétérogènes. Donc je pense que, et on pourrait aussi renvoyer à Kant, hein, voilà, le discours de la science, la raison scientifique, et de l'autre la raison pratique, mais évidemment la raison pratique n'a rien à voir avec la science et vice-versa. Ce à quoi on a assisté progressivement au XXe siècle, notamment en raison, en tout cas en Europe, de la déchristianisation massive, c'est, on pourrait dire, l'effondrement de la raison pratique. Donc la raison scientifique a perduré, mais à partir du moment où la raison pratique n'apparaissait plus comme susceptible d'énoncer une loi morale universelle, disons entre guillemets des valeurs universelles, on est arrivé à ce que Max Weber appelle le polythéisme des valeurs. Donc chacun en tout cas, voilà, chaque communauté peut choisir ses valeurs. Et finalement, qu'est-ce qui fait que la valeur vaut? Elle vaut parce que je l'ai choisie. Mais finalement, si mon voisin choisit une autre valeur, c'est sa valeur et chacun ses valeurs. Et donc à partir de ce moment-là, comme le terme polythéisme l'indique, on est dans une sorte d'archipel, d'émiettement de références. Et comme l'avait déjà dit Kant et Weber à sa suite, notamment, le discours scientifique de la science expérimentale, en aucun cas ne peut fonder des choix moraux et politiques. Et ça, c'est le cas depuis le début. Donc il me semble que ce n'est pas tant que la science aujourd'hui est discréditée, c'est que la science n'a jamais véritablement fondé et justifié des choix moraux et politiques, là je parle de la modernité, mais qu'il y a cet affaissement de la raison pratique qui fait que, effectivement, la notion d'une vérité morale, d'un vrai bien commun universel est de plus en plus contestée. Et alors, on arrive effectivement à cette notion de post-vérité où finalement on est dans la fiction, dans la croyance, dans la conviction, et où finalement il y a une sorte d'effet boomerang jusqu'au discours scientifique qui peut apparaître comme une construction comme une autre. Et donc là, on voit bien que comment dire, le déficit profond de notre époque, notamment en Occident, c'est cette perte de l'articulation entre la connaissance et l'action
en fait le cas de rapport entre la métaphysique et la morale. À partir du moment où ça, l'articulation est cassée, et ça c'est au cœur de la modernité, effectivement ça a mis beaucoup de temps pour déployer ses fruits. On a pu pendant un certain temps penser qu'il y avait une morale commune, la fameuse morale laïque, par exemple de Jules Ferry, mais en fait non, cette morale commune, c'était le fruit de toute cette sédimentation des mœurs chrétiennes qui fait que peu à peu la déchristianisation allant de plus en plus, se déployant de plus en plus, en fait cette sédimentation s'est fragmentée et on arrive à cette situation où finalement plus rien ne vaut si ce n'est ce que je soutiens à bout de bras. Mais finalement, donc chacun. Donc en fait, on est dans l'ère des rapports de force. Et dès lors, la vérité devient une valeur comme une autre, mais qui est totalement manipulable selon des rapports de force. Alors, si je me permets peut-être de reprocher cette analyse, par exemple, sur le contexte actuel, avec un président comme Emmanuel Macron, avec son fameux « en même temps », on a parfois l'impression d'une politique qui navigue à vue. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas vraiment quelle est la ligne. On ne sait pas d'ailleurs, on a du mal à savoir si Macron est de droite, Macron est de gauche. Et on a l'impression finalement qu'on a une caste politique soutenue maintenant par des cabinets de conseil privés qui simplement cherchent à gérer en quelque sorte des groupes sociaux, enfin même des individus en réalité plus que des groupes, totalement hétéroclites pour éviter en quelque sorte le naufrage complet, l'éclatement, mais sans aucune ligne directrice. Il y a aussi cette question de plus en plus qui, je pense, enfin, il me semble, rentre peut-être en compte dans cette analyse, qui est l'avènement de l'intelligence artificielle, qui est en fait encore plus une démission de l'homme derrière en fait des procédés de calcul, alors qui sont certes programmés par l'homme, mais qui en réalité risquent, il me semble, de précipiter encore plus notre situation dans une forme de monde dans lequel il n'y a plus aucun repère autre que celui des machines, en quelque sorte, auquel on essaye dont la simple fonction est de garantir une certaine forme de cohésion d'un ensemble avant qu'il n'éclate. Oui, il me semble que derrière tout ça, il y a la logique capitaliste, qui est quand même la matrice fondamentale de notre époque, qui fait que il faut effectivement dégager toujours plus d'argent. Le système doit dégager toujours plus d'argent. Finalement, Macron n'est qu'un rouage de ce système. Donc, effectivement, le capitalisme aujourd'hui est mondialisé. Donc, d'où effectivement le fait que voilà, il faut supprimer tout ce qui pourrait empêcher les échanges et ces flux financiers, et ces flux de marchandises et ces flux d'êtres humains. Donc, il y a une logique en fait profonde. Hein. Vous dites Macron, on ne sait pas très bien qui il est de droite ou de gauche, mais de droite-gauche, en fait, il est au service de ce grand système qui est bien déterminé. Et finalement, la science, la technoscience, elle est partie prenante, effectivement, de cette logique économique, puisque, évidemment, pour financer toute cette intelligence artificielle, ça demande des capitaux colossaux. Évidemment, en espérant avoir des plus-values à partir de là. Donc on est dans une sorte comment dire, de processus extrêmement profond qui, effectivement, pose la question du devenir de ce qu'est un être humain. Notamment, vous parlez de l'intelligence artificielle, de cette capacité de la raison à juger, et à partir de quels critères juger. Et là, effectivement, si on ne retrouve pas ce qu'est le vrai, ce qu'est le juste, ce qu'est le bien, et si on ne croit pas que l'intelligence humaine est capable de discerner ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est bon, effectivement, on va de plus en plus être comment dire, des supplétifs de ces machines, entre guillemets, de cette méga-machine, de cette logique technoscientifique et au service du capital. Donc là, ça, je pense qu'il faut de plus en plus être conscient de l'articulation de tout ça, et que ce qui est sur la sellette, c'est tout simplement le devenir de l'être humain, des communautés humaines traditionnelles, donc la famille, la patrie, les communautés intermédiaires, et que tout ça, comment dire, sont autant de freins à ce déploiement, et donc tout ça doit être laminé par cette logique. Parce qu'on parlait d'indifférenciation tout à l'heure,
comme on dit, l'argent n'a ni odeur ni couleur. Enfin, je veux dire, l'argent est par définition une valeur totalement indifférenciée, une valeur d'échange pure. Donc c'est tout à fait logique qu'on progresse vers un monde de plus en plus indifférencié. Alors, en même temps, dans ce monde de plus en plus différencié, est-ce que selon vous, on assiste à un retour du religieux avec la question quand même d'une immigration afro-turco-musulmane de plus en plus présente sur le sol européen? On a de plus en plus finalement une question un peu de l'islam qui se pose. Il y a aussi toujours cette fameuse phrase de Christopher Lasch, hein, le déracinement déracine Mm, tout sauf le besoin de racines. mm, Donc on assiste peut-être de manière plus marginale, mais peut-être à une nouvelle soif spirituelle mm. chez certains jeunes Européens. Qu'est-ce que ce retour du religieux évoque pour vous? Et puisque vous avez travaillé un peu les questions de laïcité, est-ce que d'après vous, la laïcité d'aujourd'hui est à même justement de penser ces enjeux de demain? Non, je pense que la laïcité est telle qu'elle a été pensée sous la Troisième République, est une des causes de l'effondrement de notre civilisation, puisqu'il s'agit de plus en plus d'être dans une forme de neutralité et donc de couper peu à peu, là je parle pour le cas de la France de cette source qui était le christianisme. Euh, et donc finalement, nous catholiques, on est dans un jeu à trois bandes, puisqu'il y a effectivement la question de l'islam qui est apparu il y a quelques décennies en France, en Occident, et puis en Europe en tout cas. Et puis il y a cette laïcité non seulement de neutralité religieuse, mais qui aujourd'hui, de plus en plus, est une neutralité éthique et anthropologique, hein. Et ça, c'est très important de se considérer que une bonne partie de nos ministères sont des agents de neutralisation, de nihilisme. On parlait tout à l'heure de la question du genre. Il faut lire par exemple la circulaire de Blanquer en 2021 sur cette question. Bon, on est vraiment voilà, dans une laïcité qui peu à peu euh, coupe de plus en plus, enfin c'est déjà largement le cas, hein, enfin ça a déjà été largement effectué, mais qui contribue de plus en plus à exculturer, hein, pour prendre ce terme sociologique, la foi le christianisme en fait de notre terreau culturel et social. Et donc, bah, d'où le problème de l'intégration ou même de l'assimilation plutôt de ces musulmans, puisque en fait l'Église en Europe est dans un état catastrophique. Euh, et donc, bah, il y a une sorte d'appel d'air. Donc, est-ce qu'il y a un retour du religieux? Moi, il me semble que oui et non. C'est-à-dire oui, parce qu'il y a encore effectivement la question religieuse demeure dans le cœur humain. La question est de savoir est-ce que aujourd'hui, en France notamment, il y a un ressort suffisamment puissant pour se reposer ces questions fondamentales. Alors, chez certains jeunes, bien sûr, et on en connaît tous, il me semble qu'il y a ici un enjeu fondamental et des combats qui sont pas du tout gagnés. Je ne sais pas si je suis clair, hein, mais... Donc, ouais, mais du coup, par rapport à. Alors, il y a la question de l'Église d'aujourd'hui, il y a la question, d'une part, donc de la laïcité en elle-même, mais est-ce qu'on on peut penser finalement à un islam, enfin une manière en quelque sorte de l'Europe de s'accommoder en quelque sorte de cet islam? Est-ce qu'on peut espérer que le... Alors bon là, vous n'aurez sans doute pas les réponses à ces questions-là, parce qu'il s'agit plus de lire l'avenir, et je pense que ni vous ni moi, malheureusement, n'y parviendrons aujourd'hui. Mais on peut peut-être espérer que ce regain, en tout cas islamique, puisse peut-être, par effet de miroir, faire prendre conscience aux Hmm. Européens de qui ils sont. Et en même temps, euh, il y a cette question de la lutte. Est-ce qu'on on accepte en quelque sorte cette manifestation visuelle, culturelle, économique Hmm. d'une nouvelle culture et religion sur notre sol? Donc en gros, la question c'est est-ce que il vous semble opportun d'y résister de manière frontale, ou au contraire de se dire que c'est peut-être l'opportunité que par la remanifestation d'une question religieuse sur notre sol, ce soit l'occasion justement d'une ouverture peut-être plus libérale en quelque sorte à l'égard des cultes en Europe.
Oui, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a le pari de Guillaume Cuchet, hein, donc cet historien du christianisme, qui finalement dit, bah, donc qui diagnostique bien effectivement l'effondrement du christianisme en France depuis quelques décennies, et qui effectivement est plutôt sur une ligne du catholicisme culturel, dire bah, effectivement la présence de l'islam peut être une occasion pour certains de nos compatriotes, même une bonne partie, de se dire bah, finalement euh, voilà, l'héritage du catholicisme est tellement profond que bah, par rapport à l'islam, voilà, donc ça peut être une occasion. Alors ça me paraît intéressant. En même temps, qu'est-ce qu'on appelle catholicisme culturel? Parce que c'est très sympathique, mais il me semble que la racine du catholicisme, c'est la foi. La foi, c'est quelque chose de vivant. Donc moi, je suis assez d'accord. Enfin, je vois très bien ce que Guillaume Cuchet veut dire. En même temps, l'enjeu, c'est la conversion des cœurs, la conversion des intelligences. Et une fois que quelqu'un dit, bah oui, c'est bien d'être catholique au sens culturel, bah, est-ce qu'il va transmettre ça à ses enfants, ou si oui, sous quel rapport? Bref, je veux dire, au Moyen-Âge, ce n'était pas juste un catholicisme culturel. Bien sûr, il y avait des mœurs dont tout le monde n'était pas des grands dévots, hein, évidemment, mais il y avait quand même quelque chose, une sorte de vie sociale plus prégnante. Donc si on réduit les choses simplement à cette dimension purement culturelle, moi, je ne pense pas que ça fasse le poids. Alors après, il y a un autre enjeu, par exemple, qui est développé par Attali, faire le pari que finalement, ce que la modernité libérale a pu faire avec le catholicisme en France, elle puisse le faire avec l'islam. C'est-à-dire que dans quelques décennies, la plupart des musulmans seront devenus des bourgeois, dans le sens péjoratif du terme. Ce qui est le cas quand même des générations d'immigrés qui ont, entre guillemets, réussi dans les critères du libéralisme Voilà, économique. mais la question c'est est-ce que massivement l'islam va se dissoudre, en tout cas en termes culturels, sociaux, etc., dans ces mœurs post-modernes et post-chrétiennes qui sont les nôtres, ou pas? Alors, comme vous disiez, on n'est pas Madame Soleil, on verra bien. Moi, il me semble que, euh, quel que soit ce qui va se passer, il me semble qu'effectivement, il y a une cohérence de l'islam comme culture, comme civilisation, qui effectivement n'est pas notre civilisation à nous, et que de toute manière, on s'oriente vers de plus en plus de difficultés. Donc, et pour moi, la seule réponse, alors je ne parle pas de réponse politique, mais au sens civilisationnel, c'est effectivement que la France, et que donc les Français retrouvent comment dire, cette foi profonde dans le Christ qui puisse effectivement toucher les cœurs de tous ces musulmans. Donc il me semble que moi, la réponse profonde, ça serait l'évangélisation des musulmans. Mais pour ça, effectivement, il faut un cœur de l'Église catholique en France suffisamment brûlant pour irradier, ce qui est pour l'instant, sauf dans certains endroits, qui n'est pas encore vraiment le cas. Mais il me semble que c'est ça un des aspects. C'est-à-dire le drame de nos décennies, c'est qu'il y a un apport très important pour les raisons notamment capitalistes qu'on a données tout à l'heure, voilà, des migrations très importantes. Et un effondrement du cœur de notre civilisation. Donc c'est vrai que quand les deux vont de pair, bah, on voit très bien le désastre que ça engendre et que ça risque d'engendrer d'autant plus. Et donc notre propre responsabilité, indépendamment d'arrêter de les faire venir, c'est aussi de savoir qui nous sommes et dans quelle mesure on peut assimiler en profondeur. Et assimiler, c'est pas juste leur donner un petit catéchisme républicain, c'est profondément en fait, de les évangéliser. Parce que du coup, si je vous comprends bien, hein, l'évangélisation en elle-même, elle est un des éléments, mais il faut quand même aussi une réponse politique et Bien sûr, bien sûr. Ah oui, ouais. oui. Bien sûr. Ah oui, là, il faut qu'il y ait une réponse politique, ça c'est sûr. Mais il me semble que la réponse politique, enfin, il faut qu'elle soit enracinée dans quelque chose de plus profond que moi j'appelle dimension civilisationnelle. Mais le cœur d'une civilisation, c'est le rapport à la vérité, au bien, et donc on retouche la question fondamentale de l'orientation de l'être humain vers la vérité, et notamment ici par rapport au christianisme.
Ouais, et ça qui Et est. donc de la foi chrétienne, Ouais, de la ouais. foi en Christ, pas Mm, juste mm, des grandes valeurs chrétiennes. ouais, On n'évangélise pas en promouvant des valeurs chrétiennes. Je veux mm, dire, en tant que tel, enfin, il me semble que ça ne suffit pas. ouais. Et donc, du coup, ça qui suppose aussi un peu un combat culturel, Bien sûr, métapolitique, bien sûr. dans la transmission, l'éducation. Bah, Enfin, par exemple, un des enjeux importants, c'est que fait-on de ces petits musulmans qui sont dans les écoles catholiques? Est-ce qu'on leur annonce le Christ? Ou est-ce qu'on dit, ah, non, puisqu'ils sont musulmans, on ne peut pas leur parler? Bah, rien que ça, il y a quand même 20% des jeunes Français qui sont dans les écoles privées catholiques, donc une partie d'enfants musulmans. Quelle est la juste attitude? Bah, il me semble que là, il y a une occasion importante de pouvoir leur transmettre la foi chrétienne. euh, et effectivement, bien sûr, la manière dont cette foi a irrigué notre culture. alors, je voudrais maintenant passer à une nouvelle question. On a, on a assisté dans les années, dans les récentes années, à beaucoup d'écrits sur la figure de Nietzsche. Plutôt donc dans les milieux conservateurs, alors qu'il y avait un Nietzsche de gauche, il y a un Nietzsche de Mm. droite qui semble revenir un petit peu à la mode à travers le Nietzsche de Julien Rochdy. Rémi Soulier également a écrit sur Nietzsche. La Nouvelle Droite, depuis déjà quelques années, Mm. a remis en valeur ses écrits. Est-ce que pour vous, la pensée du philosophe de Cismaria vous paraît être d'un intérêt, est une lecture qui a un regain d'actualité dans notre situation actuelle? Alors, il y a plusieurs manières de comprendre votre question. Nietzsche est un auteur qui me semble incontournable pour comprendre notre époque, hein. Lui-même disait, j'écris pour les 200 ans à venir. Donc, il disait ça dans les années 1880, donc à peu près un peu moins de 150 ans. Donc, on est effectivement, notre monde post-chrétien et post-moderne ne peut être appréhendé, me semble-t-il, que si, notamment, on travaille l'œuvre de Nietzsche. Alors, moi, j'ai plutôt découvert Nietzsche par son versant, disons, gauchiste, hein, dans les années 80-90, donc des gens comme Foucault, comme Deleuze, comme Derrida. Disons, la lecture conservatrice de Nietzsche existe depuis son origine, hein. Euh, Nietzsche est quelqu'un de, évidemment, tout à fait inclassable en termes de gauche-droite. Euh, En fait, je vois bien en quoi Nietzsche peut séduire certains jeunes aujourd'hui de notre bord. Euh, D'abord, la beauté de son style, cette sincérité dans l'écriture, euh, cette, euh, cette critique extrêmement profonde, finalement, de la modernité, de tout ce qu'il dit, par exemple, sur le dernier homme dans Zarathustra. Donc, il y a effectivement une partie de l'œuvre de Nietzsche qui permet comment dire, de mettre des mots sur nos détestations. Euh, une fois qu'on a dit ça, il me semble que Nietzsche ne suffit absolument pas pour, pour construire, comment dire, pour construire, pour se déployer en fait fondamentalement, anthropologiquement et métaphysiquement. Pour moi, Nietzsche reste un ennemi intellectuel que j'admire beaucoup et que je respecte beaucoup. Mais on parlait tout à l'heure de la post-vérité, on parlait des valeurs tout à l'heure. Il me semble qu'une des sources importantes de cette crise qu'il a diagnostiquée, mais qu'il a contribué aussi à déployer, bah c'est bien sûr Nietzsche. Quand vous lisez des textes Par-delà bien et mal, de la généalogie de la morale, vous avez une critique non seulement de la modernité, ce qui nous paraît plutôt sympathique, mais beaucoup plus profondément de tout ce qui peut être reçu comme un donné venant de Dieu ou de la nature. Et donc, il ne faut jamais oublier que ce qui peut être aussi plaisant dans Nietzsche, c'est cette affirmation joyeuse de la vie, ce oui, etc. Mais le fond de tout ça, c'est ce qu'il appelle la volonté de puissance. Et la volonté de puissance, c'est comment dire, cette indétermination profonde qui ne cesse effectivement de se déployer. Donc ça crée une sorte d'enthousiasme. Mais il y a une sorte de paganisme et de panthéisme très profond, alors même si on peut utiliser d'autres termes, qui me semble tout à fait
destructeur et qui, effectivement, a été utilisé par les philosophes de la déconstruction. Donc j'entends bien qu'on peut avoir une admiration pour certaines thématiques nietzschéennes et notamment tout ce qui relève voilà, toute cette dimension esthétique, de style, qui peut aussi être si séduisant. Mais intellectuellement, métaphysiquement, il me semble que Nietzsche reste un ennemi d'une très grande puissance qu'il faut absolument bien connaître et qui nous permet d'avoir une meilleure cartographie de notre époque. Merci Thibaut Collin. Alors, pour conclure un peu cet entretien, quels conseils donneriez-vous un peu à nos jeunes qui nous regardent en termes, pourquoi pas, de lecture, Hmm. pourquoi pas aussi cinématographique, en termes aussi, pourquoi pas, de réflexion, de chantier peut-être sur lesquels il faudrait, selon vous, sur lesquels il faudrait s'approcher voilà, pour participer peut-être à un renouveau du bien commun? Vaste question. Alors déjà, comme vous venez de le dire, déjà lire. Ça, je crois que la jeunesse a de plus en plus de mal à lire. Je vois ça avec mes élèves. Ça fait 30 ans que j'enseigne. Je vois que voilà, j'ai des très bons élèves, très attentifs, mais je sens à quel point ils ont du mal à entrer, à lire profondément. Donc voilà, arriver à se déconnecter de son téléphone, de ses écrans et prendre des plages entières pour lire dans la semaine, ça me paraît être absolument vital si on veut résister à cette extraordinaire machine techno-scientifique et capitalistique et qui passe par l'intelligence artificielle. Voilà. La liberté intérieure, la liberté intellectuelle, elle passe par la lecture. Alors, quelle lecture? Il y a beaucoup de choses à lire, évidemment. Je pense qu'il y a des lectures de formation. euh, et puis, il y a des lectures, on pourrait dire, de combat, au sens, on parlait de Nietzsche. Moi, j'aime énormément lire Nietzsche, lire Foucault, lire Deleuze, parce qu'ils me donnent des outils extrêmement pertinents pour comprendre ce qu'il y a dans la tête des gens avec qui je débat ou auxquels je m'oppose, et pour essayer d'avoir ce diagnostic sur notre époque et de comprendre finalement d'où ça vient. Mais voilà, les lectures de formation, c'est les grandes lectures enfin les textes qui touchent les fondements même de notre civilisation. Donc, bien sûr, la Bible, bien sûr, Aristote, notamment, moi, il me semble qu'un des textes majeurs, c'est l'Éthique à Nicomaque, parce que voilà, on apprend peu à peu en quoi la morale n'est pas justement une morale réduite à un moralisme, mais justement le déploiement des vertus qui sont cette excellence, en fait, ce déploiement de soi. Et là, je veux dire, quand on connaît bien l'éthique à Nicomaque, on n'a aucun scrupule à lire Nietzsche et aucun complexe d'infériorité face aux revendications nietzschéennes. Il ne faut jamais oublier que Nietzsche, voilà, il a eu une éducation extrêmement rigoriste dans un milieu luthérien très dur. Euh, donc il règle ses comptes avec Kant. Mais nous, dans notre tradition, nous avons Aristote, nous avons la lecture d'Aristote par saint Thomas d'Aquin. Et donc on n'a aucun complexe à avoir devant des Nietzschéens en termes de déploiement des forces vitales, sauf que ces forces vitales ne sont pas des forces vitales aveugles, mais qui sont orientées vers la réalisation de soi, de notre nature humaine qui est comment dire, fondée sur la bonté et la sagesse de Dieu. Et donc voilà, l'Éthique à Nicomaque me paraît être un texte majeur à lire ligne à ligne, crayon à la main, et qui permet de former un caractère à la fois équilibré et en même temps avec un élan de vie, une vigueur très forte. Bien, et alors comme chantier peut-être vous pensez qu'il faudrait se consacrer en priorité? Alors je pense que c'est vraiment en prudence, c'est-à-dire que chacun doit discerner. C'est un des enjeux de la neuvaine dont on parlait tout à l'heure, hein, de se mettre à l'écoute voilà, de la volonté de Dieu et si on n'est pas croyant, de se poser soi-même et de se dire, voilà, quels sont mes talents, quels sont mes désirs, et peu à peu arriver à discerner où porter son effort. Donc certains, ça sera plus dans l'engagement militant, d'autres, ça sera plus dans la recherche intellectuelle, d'autres, ça sera plus dans la transmission ou une articulation des trois selon. Je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas de réponse univoque. Il me semble qu'on porte du fruit lorsqu'on on est bien aligné avec ce que l'on est et avec ce que l'on porte et qu'on rentre dans cette dynamique du don. C'est-à-dire
on se reçoit, on approprie pleinement ce qu'on a reçu, et après on peut le redonner. Et donc il faut arriver voilà, alors après, évidemment, le combat culturel, le combat politique, l'évangélisation, tout ça me semble-t-il, des objectifs prioritaires. Mais chacun peut l'aborder avec, comment dire, sa singularité. Et la grande vertu pour Aristote, hein, et pas que pour Aristote, c'est la vertu de prudence, c'est-à-dire de discerner quels sont les moyens ajustés dans ces circonstances en fonction de ce que je suis pour apporter tout le bien que je peux apporter. Merci Thibaut Collin. Merci à vous. Nous aurons l'occasion donc de nous revoir pour de prochains entretiens. N'hésitez pas d'ici là donc à commenter celui-ci, à le partager et également à nous faire savoir quels seraient les sujets sur lesquels vous voudriez travailler en priorité. Nous nous retrouvons prochainement. À bientôt.